Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Les résultats d'enquêtes d'opinion réalisées en 2014 et 2017 en Côte d'Ivoire ont montré que les trois principaux postes de dépenses des ménages ivoiriens sont l'alimentation 25%, le logement 13% et le transport 12%. Dans cette émission, nous reviendrons sur les facteurs liés à la vie chère en Afrique subsaharienne et envisagerons des solutions. Nous avons le plaisir de recevoir Boris Ezan sur notre plateau. Bienvenue. Merci, Monsieur Thomas. Vous êtes économiste et avec vous, nous allons essayer de discuter sur les réalités en Afrique subsaharienne, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal, le pays dans lequel vous vivez ici en Côte d'Ivoire, pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer les conditions de vie des populations. Parlons justement de cette vie chère. Quand on parle de la vie chère, comment est-ce qu'on ressent? On ressent cela dans l'assiette, dans le quotidien des populations? Bon, ça se ressent normalement à tous les niveaux, tous les niveaux. Mais déjà pour expliquer théoriquement comment ça se passe sur le plan économique, c'est qu'on a un indice qu'on appelle l'IPC, l'indice des prix à la consommation. Donc lorsque la courbe de l'IPC augmente pendant que celle du pouvoir d'achat reste stable ou diminue, on se retrouve dans une situation de cherté de la vie. D'accord. Comme on parlait des ménages, si on parle de l'IPC, augmentation, ils ne comprennent rien à tout ça. Eux, ils se posent la question de savoir, avant j'achetais 1 litre d'huile à ce montant, aujourd'hui il est monté à ce montant. Pourquoi? Comment on peut expliquer cette augmentation? C'est notamment lié aux facteurs de production, le coût des facteurs de production. Lorsque tout ce qui va constituer les intrants pour la fabrication de biens ou de services va prendre une envolée en termes de prix, forcément le commerçant, l'industriel va vouloir répercuter cette augmentation substantielle-là sur le prix des ventes afin de pouvoir atteindre ses objectifs de rentabilité. D'accord. Alors, le gouvernement ivoirien, pour parler de la Côte d'Ivoire, depuis très longtemps a pris à bras le corps cette situation. Il y a eu des instruments qui ont été mis en place, des initiatives qui ont été menées. Je voudrais qu'on en parle un peu. Après, nous verrons leur efficacité sur le terrain. Bien évidemment, en termes de politique de stabilisation des prix, on peut catégoriser les actions en deux. C'est-à-dire il y a des actions qui émanent de l'État et celles qui émanent de tout ce qui est maîtrise de la politique monétaire, donc de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc l'État a pris des mesures de plafonnement des prix sur certains produits, notamment des denrées alimentaires, des prix standardisés et surveillés. Mais il faut dire que ce n'est pas sur l'ensemble des prix, c'est vraiment des prix qui sont benchmarkés, adossés à ce qu'on appelle le panier de la ménagère. Donc hormis ces prix-là, il y a d'autres prix qui évoluent. Est-ce qu'il y a le soulagement vraiment au niveau des populations avec ce plafonnement des prix? Oh, je dirais oui et non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous dites 1 kilo de riz, par exemple, c'est standardisé. On peut contrôler le pain 200 francs, la baguette 150 francs. Bon, si vous allez dans un endroit où on vend la baguette à 500 francs, on sait qu'il y a un problème. Il y a un problème, oui. Voilà. Donc, par contre, sur d'autres denrées, d'autres produits où il n'y a pas de plafonnement de prix, bon, il y a de l'envolée. Et c'est notamment lié au prix des facteurs de production que les commerciaux essaient de pouvoir rattraper en rentabilisant leurs objectifs et leurs profits. D'accord. Il y a ce qui est dit et puis sur le terrain, il y a ce qui est fait. Est-ce qu'il y a une surveillance véritable du respect des différents prix? Il y a une mesure qui avait été prise où il a été demandé aux commerçants d'afficher déjà sur les marchandises les différents prix. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Quand on voit le prix du gaz d'un commerçant à un autre, parfois le prix n'est pas le même. Est-ce que l'État met en place certaines initiatives pour surveiller, pour le bonheur des populations? L'État a initié, il y a des actions, mais après il faut mesurer l'efficacité. Et puis l'application de toutes ces mesures sont assez, je dirais, on peut dire difficiles, puisque déjà il s'agit de plusieurs prix, il s'agit de plusieurs commerçants sur l'étendue du territoire. Donc forcément il y a forcément des glissements. Il y a forcément des glissements, il y a des commerçants, des opérateurs qui vont passer entre les mailles du filet. Donc voilà un peu. D'accord. Essayons de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et des initiatives sont déjà prises, mais vous en tant qu'économiste, en tant que aussi un citoyen qui n'échappait pas à cette situation, est-ce que vous avez des propositions? Il y a des propositions qui sont allées dans le sens de demander à l'État de réduire son train de vie. Est-ce que vous êtes pour cette proposition et quelles sont les vôtres? Bon. Normalement, comme je le disais, pour pouvoir stabiliser les prix, éviter la cherté de la vie, il y a des mesures qui émanent de l'État. Donc, sur ces mesures-là, c'est le plafonnement des prix.
Après, il y a une autre mesure aussi qui émane de l'État, qui est la possibilité de pouvoir augmenter le pouvoir d'achat. Okay. Donc, dit qu'il faut que l'État réduise son train de vie, je me demande, est-ce que ça sera ça vraiment la solution dans l'immédiat? Est-ce que ça sera vraiment impactant? Par contre, augmenter le pouvoir d'achat des citoyens, je pense qu'à ce niveau-là, on aura peut-être un résultat beaucoup plus intéressant. On a vu dans la sous-région, dans certains pays, il y a eu de la récupération parfois politique de ce genre de situation. Cherté de la vie, l'opposition a récupéré, on a fait donc un sujet soit de campagne ou un sujet de meeting. Est-ce que la mauvaise gestion d'un tel environnement et de ces situations ne pourrait pas parfois créer des soulèvements, jouer sur le climat politique de votre point de vue? Pour illustrer ce que vous venez de dire, en février 2024, au Nigeria, il y a eu des manifestations contre la cherté de la vie. Donc c'est factuel. Et puis, je ne dirais pas que c'est une évidence, mais il faut quand même en tenir compte pour pouvoir baliser les choses et puis éviter des remous et des perturbations. Une autre réalité est patente, hein, c'est la question de l'importation du riz. Dans la sous-région, tout le monde est confronté à ce genre de situation. On a vu en Côte d'Ivoire, un ministère avait été mis en place de la riziculture qui n'a pas fait long feu. On a l'impression que ça ne bouge pas à ce niveau. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Bon, écoutez, d'abord, les pays subsahariens sont de gros consommateurs de riz. Et ce qui se passe, c'est que la demande est très forte. Mais notre agriculture n'est pas modernisée, n'est pas assez mécanisée pour pouvoir produire suffisamment et puis répondre aux attentes au niveau de la demande. Qu'est-ce qui nous empêche de mécaniser cette agriculture, de faire en sorte qu'on puisse y parvenir? Est-ce la volonté politique, selon vous? C'est une très belle question et la réponse à cette question-là se situe à plusieurs niveaux. D'abord, vous l'avez dit, il y a la volonté politique et puis ensuite il y a les moyens. Il y a les moyens que l'État devrait mettre normalement à disposition des populations pour pouvoir développer ce secteur-là. Parce que ça serait une belle occasion, parce que en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui sont investies dans la riziculture, qui n'ont pas les moyens suffisants, comme vous l'avez relevé. Et donc finalement, le riz local produit en Côte d'Ivoire devient plus cher que celui qui est importé. C'est le constat que nous sommes en train de faire. Alors, les populations qui sont investies dans l'agriculture, dans la riziculture, comment les accompagner? Il y a l'une des politiques interventionnistes de l'État est les politiques subventionnistes. Donc l'État peut subventionner les agriculteurs de telle sorte à pouvoir vraiment amener les projets à être achevés et amener ces producteurs-là à être beaucoup plus performants avec des coûts de productivité assez intéressants, de manière à pouvoir fixer des prix favorable pour le consommateur. Un autre sujet qui n'échappe pas à notre actualité, c'est la question des loyers, des logements. L'État avait une politique de logements sociaux, l'État a pris des initiatives pour que désormais on ait 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Est-ce que c'est respecté sur le terrain? Qu'est-ce que ça a apporté aujourd'hui? Ça date, cette loi, normalement, je crois, elle date de 2017. L'État pour baliser les choses dans le domaine de l'immobilier qui aussi a connu des envolées de prix. L'État avait pris. Voilà. Donc cette loi-là qui consistait à limiter la location des maisons à 2 mois de caution, 1 mois de loyer d'avance. Là où certains allaient jusqu'à 10 mois, 1 an. Voilà, bien évidemment. Mais je dirais que c'est un problème de contrôle. Et puis, on peut dire de sanctions aussi. Parce que la loi a été votée. Est-ce qu'on la respecte? Comment elle est appliquée? Qui ne la respecte pas? Est-ce que ces personnes-là sont réprimandées, sont sanctionnées? Telle est la question. Aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir se loger aisément dans les capitales telles que Dakar, telles qu'Abidjan. Est-ce que vous avez des propositions de solutions? Certains parlent de déconcentration, décentralisation, de l'administration pour que tout le monde ne puisse pas se ruer vers les capitales telles que Abidjan. Oui, en effet, aujourd'hui, le magazine, l'un des magazines qui est, pour éviter la publicité, l'un des magazines qui est beaucoup lu, qui donne tout ce qui est information financière et économique sur l'UEMOA, a classé la Côte d'Ivoire comme étant le premier pays où la cherté de la vie a pris l'envolée depuis un certain moment. Le deuxième
c'est Dakar. Donc pour parler de ces deux pays, il y a deux secteurs voilà, qui sont fortement, je dirais, deux activités, deux produits qui sont fortement impactés par cette hausse de prix-là. Il y a d'abord le carburant, bien sûr tout ce qui est énergie, et puis l'immobilier. Donc ce qu'il faut faire, en fait, à mon avis, c'est de vraiment réglementer, encadrer et suivre, et puis réprimander ceux qui ne respectent pas les lois. Très bien. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces importantes questions avec le renouvellement surtout de la classe politique, soit en Côte d'Ivoire ou à Dakar, où il y a un nouveau président. On aura le temps de décrypter cette actualité. Merci Boris Ezan d'être passé sur notre plateau. Je vous en prie Thomas. Merci. On a eu du plaisir à échanger avec vous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.